la princesse Victoria et Daniel Westling se sont rencontrés il y a 7 ou 8 ans. Ils ont d'abord été amis parce qu'en fait, la princesse qui avait eu des problèmes d'anorexie voulait faire du sport et sa petite sœur, la princesse Madeleine, lui a conseillé une nouvelle salle de fitness à Stockholm qui était très privée, où on pouvait faire du sport très tranquillement et avec un très bon coach qui s'appelait Daniel Westling. Donc Victoria y est allée. Ils sont d'abord devenus amis, ils ont été amis pendant 1 ou 2 ans, jusqu'à ce qu'ils commencent à se voir en secret. Ça a commencé avec une séance de cinéma en secret. Ils se sont vus pendant 1 an, je crois, dans le secret le plus total. Personne n'était au courant de leur histoire et donc leur histoire a pu commencer assez tranquillement et assez sereinement. Ça a été très dur pour Daniel Westling de se faire accepter. Le roi n'a presque pas fait mystère du fait qu'il pensait qu'il n'était pas un très bon candidat pour la main de sa fille, et ce qu'on appelle la bonne société a vraiment été extrêmement agressive envers Daniel Westling au début. Pour une raison, c'est vraiment la Suède qui connaît peu la lutte des classes, a redécouvert la lutte des classes à cette occasion, parce que Daniel Westling est vraiment un Suédois moyen, issu d'une famille petite classe moyenne, qui a fait une scolarité moyenne, des études courtes pour devenir prof de sport. Alors pendant ces 7 ou 8 ans, je sais pas, dans les contes de fées, les princes devaient terrasser des dragons. Ben lui, il a fait ce que les Suédois appellent un voyage de classe. C'est l'ascenseur social, c'est-à-dire qu'il a ouvert d'autres salles de sport, donc plutôt haut de gamme. Il s'est lancé dans des projets immobiliers en Suède et au Brésil. Aujourd'hui, ses amis, qui sont d'ailleurs beaucoup plus âgés que lui en général, sont des patrons, des gens de la bonne société, la même bonne société qui le rejetait au début. Ce mariage, c'est une fusée à 3 étages. Alors, il y a le fait que c'est une vraie histoire d'amour, donc ils ont dû se battre pour avoir le droit de se marier, et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, plaît à tout le monde, le côté love story, l'amour qui triomphe. Quand il y a eu l'annonce des fiançailles, ça a été la réaction du Premier ministre suédois, Fredrik Reinfeldt, qui a dit c'est le triomphe de l'amour. Donc il y a cet étage-là. Après, il y a un étage qui est très protocolaire, c'est-à-dire qu'ils veulent en faire un mariage assez glamour, assez spectaculaire, probablement quelque part entre le mariage de la princesse Diana et les mariages qu'ont pu avoir les princes héritiers en Norvège et au Danemark, qui étaient un peu plus relax. Ça sera quelque chose entre les deux, mais ce sera quand même très protocolaire, avec il y a 17 familles royales qui sont invitées, avec un cortège en carrosse dans les rues de Stockholm, enfin tout un côté un peu glamour, un peu vraiment, oui, princier, royal, qui veulent mettre en avant, peut-être parce que la famille royale suédoise est une famille royale relativement jeune, puisqu'en 1810, la Suède a dû importer un maréchal de Napoléon, Jean-Baptiste Bernadotte, pour en faire le prince héritier suédois. Donc ils ne sont pas totalement au même niveau que les grandes familles, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils veulent faire quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment très spectaculaire. Et le 3e étage, c'est aussi, la Suède veut faire de ce mariage un énorme coup de pub pour son image de marque, montrer un pays moderne qui en même temps sait respecter ses traditions, qui a donc une future reine qui est jeune et belle, qui épouse un homme du peuple. Enfin voilà, ils veulent en faire aussi un grand coup de pub, et le budget est à la hauteur, vu qu'il y a à peu près 4 millions d'euros qui vont être dépensés pour que ce mariage soit le plus oui, spectaculaire et médiatique aussi, en Suède et dans le monde entier.